Bonjour et bienvenue à cette troisième et dernière vidéo consacrée au circuit codeur. Donc comme promis, dans cette vidéo, nous allons parler du codeur de priorité. Donc nous avions vu dans les deux précédentes vidéos le codeur simple. Donc vous avez ici un exemple de codeur simple 4x2. Et nous avions vu que le principe du codeur simple, c'est qu'il fallait qu'il n'y ait qu'une seule entrée qui soit active à la fois. Et donc le codeur va nous produire le numéro de cette entrée. Et pour cela, nous avions besoin d'une sortie de validation, que nous avions appelée V, et qui pouvait être à 0 dans deux cas. Donc, soit aucune entrée n'était à 1, soit il y avait plus d'une entrée active, donc plus d'une entrée à 1. Et donc, dans ce cas-là, cette sortie G, elle passe à 1. Cette sortie V, elle passe à 0. Si on est dans un de ces deux cas-là, pour nous indiquer que le code produit ici n'est pas valide. Dans le codeur de priorité, nous allons mettre en place des priorités entre les différentes entrées. Donc, en fait, nous allons éliminer ce cas d'erreur où plus d'une entrée est active. Donc, on va permettre qu'il y ait plus d'une entrée active. Et comment on va permettre ceci? Tout simplement en mettant donc en place des priorités entre les différentes entrées. Donc on va par exemple disposer nos entrées de telle façon que la priorité de l'entrée A3 soit supérieure à celle de A2 qui elle-même est supérieure à celle de A1 qui elle-même est supérieure à celle de A0. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai par exemple maintenant l'entrée A1 et A2 qui sont actives simultanément, en vertu des priorités, c'est le code de l'entrée A2 qui sera produit en sortie. Et donc, finalement, la sortie de validation V, elle ne traitera plus que ce cas-là, ce cas d'erreur, c'est-à-dire elle sera à 0 seulement si aucune entrée n'est active. Sinon, s'il y a plus d'une entrée, en fait, le code produit sera valide en vertu des priorités qui auront été définies. Donc ça peut avoir différentes applications. Dans l'ordinateur, c'est le cas, par exemple, pour ce qu'on appelle la gestion des interruptions. Donc les interruptions, ce sont des signaux que reçoit le microprocesseur pour l'alerter sur un événement particulier. Et ces signaux, ils vont avoir différentes priorités. Ici, j'ai pris simplement l'exemple d'une maison dans laquelle on peut avoir par exemple 4 alertes différentes, une alerte incendie, une alerte gaz, une alerte inondation, une alerte d'intrusion. Et on va définir des priorités entre ces différentes alertes, en considérant par exemple que l'alerte incendie est prioritaire par rapport à l'alerte gaz, qui elle-même est prioritaire par rapport à l'alerte inondation, qui elle-même est prioritaire par rapport à l'alerte intrusion. Et du coup, si jamais il y a deux alertes qui se produisent simultanément, donc par exemple alerte incendie, alerte intrusion, qui faut-il appeler en premier, les pompiers ou la police? Le codeur de priorité va nous dire, par exemple, il faut appeler d'abord les pompiers. Et donc, il va produire le code 111, sortie, qui correspond donc à la valeur 3 en binaire. Et donc, il correspond à l'alerte A3. Voilà, donc en cas d'activation de plusieurs entrées, c'est le code de l'entrée la plus prioritaire qui sera généré. C'est tout simplement ça, le codeur de priorité. Alors, je vous propose d'essayer de concevoir un circuit codeur de priorité
a 8 entrées et 3 sorties. Donc 8 entrées et un code sur 3 sorties. Alors, donc avec 8 entrées, on a 256 combinaisons possibles. Et nous allons pas faire une table de vérité à 256 lignes, mais en fait, nous allons tout simplement indiquer ici par des X le fait que la valeur d'une certaine entrée n'a pas d'importance, ou plutôt peu importe que ça soit 0 ou 1, ça produira toujours le même résultat. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout d'abord que s'il n'y a aucune entrée active, on a le code 0 qui est produit mais qui n'est pas valide, puisque le code 0 est normalement réservé au cas où c'est l'entrée E0 qui est active. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement positionner notre sortie de validation à 0 pour indiquer que le code n'est pas valide. Ensuite, si mes entrées sont à 0000 et seulement 1 pour E0, dans ce cas-là, sachant que mes priorités c'est bien sûr E7 supérieur à E6, E5, etc. Donc j'ai numéroté mes entrées dans l'ordre des priorités. Donc E7 a la priorité la plus élevée et E0 la moins élevée. Donc dans ce cas-là, bien sûr, ça va être le code de l'entrée E0 qui sera produit, c'est-à-dire 0. 0000. Et donc, dans ce cas-là, mon code est valide et ma sortie V est à 1. Donc finalement, en fait, ma sortie V, elle sera partout à 1, sauf dans ce cas-là. Donc on peut déjà d'ores et déjà remplir toutes les cases ici avec des 1. Il y a un seul cas où l'entrée V n'est pas valide. C'est lorsqu'il n'y a aucune entrée à 1. Sinon, dans tous les autres cas, il y aura forcément une entrée qui va être prioritaire et ce sera son code qui sera généré. Donc ensuite, si on passe au cas où toutes les entrées sont à 0, sauf l'entrée E1 qui est à 1. Dans ce cas-là, peu importe la valeur de E0, de l'entrée E0, que ce soit 0 ou 1, je sais que l'entrée E1 est prioritaire. Dans les deux cas, je vais générer le code 001 qui correspond donc au numéro de mon entrée E1. Ensuite, si c'est E2, donc ici, toutes ces entrées sont à 0, sauf E2 qui est à 1, dans ce cas-là, peu importe les valeurs de E0 et de E1, puisque je sais que E2 est prioritaire, donc dans tous les cas, ça sera le code de E2 qui sera généré, c'est-à-dire de bande 010. Et ainsi de suite. Donc ici, j'ai le code de E3, peu importe E2, E1, E0, ici c'est E4, ici c'est E5, E6 et enfin E7. Donc, si jamais E7 est à 1, en fait, peu importe toutes les autres entrées, quelle que soit leur valeur, ça sera toujours le code de E7 qui sera généré, c'est-à-dire 7, puisque E7 est l'entrée la plus prioritaire. Donc voilà, une fois que j'ai dressé ma table de vérité, je peux passer à l'écriture de mes fonctions. Donc je vais tout simplement m'intéresser au cas où ma fonction vaut 1. Donc ici, par exemple, pour S2, pour la première fonction S2, je vois qu'elle vaut 1 dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là et dans ce cas-là. Donc j'ai utilisé des couleurs pour faire le lien. Donc cette ligne-là, elle impose quoi? Elle impose que E7 doit être à 0. Donc je vais prendre E7 bar. Elle impose que E6 doit être à 0, donc je prends E6 bar. Elle impose que E5 doit être à 0, je prends E5 bar. Et enfin, elle impose que E4 doit être à 1, donc je vais prendre E4. Et peu importe les valeurs des autres entrées. Donc pour ceux qui comprennent pas comment on trouve cette expression, je vous renvoie à la vidéo sur les tables de Carnot
où c'est expliqué comment trouver l'expression d'une fonction booléenne. Ensuite, pour le 1 qui est ici en jaune, donc ça c'est le terme correspondant à cette ligne. Et donc je vais faire un OU entre les différents termes où ma fonction vaut 1. Donc ici, j'ai un autre 1, donc je vais écrire le terme pour cette ligne. Je vois que j'ai E7 à 0, donc ça fait E7 bar, E6 bar et E5. Donc bien sûr, ici dans la logique booléenne, je rappelle que le plus signifie OU et que le point ici signifie et. N'est pas l'addition et la multiplication, mais c'est le OU et le et. Enfin, pour le 1 qui est en bleu ici, j'aurai E7 bar et E6, donc E7 bar et E6. Et enfin, pour le 1 qui est ici, je n'ai que E7. Donc l'expression de ma fonction S2, c'est celle-ci. Je peux faire de même pour S1. Donc S1, j'ai un terme ici qui vaut 1, donc je l'ai mis en rouge, donc il correspond à ce terme. Donc ça va être du coup E7 bar, E6 bar, E5 bar, E4 bar, E3 bar et E2. Donc c'est ce premier terme. Ensuite le 1 là jaune, pareil. Là où c'est 0, je prends le complément. Là où c'est 1, je prends la variable telle quelle. Donc ça me donne ceci. Pour ce 1 là, c'est la même chose que tout à l'heure pour S2, puisqu'on est dans la même ligne, donc ça donne le même terme. Et enfin, là aussi, ça donne le même terme, puisqu'on est dans la même ligne, donc ça donne E7. Donc voici l'expression de S1. S0, même chose, je prends ce 1 là, donc ça me donne tout ce terme là, puisqu'il faut que je prenne tous ces zéros-là et ce 1-là, donc ça donne E7 bar jusqu'à E2 bar et E1. Ensuite, le 1 qui est en jaune ici, pareil. Le 1 qui est ici en bleu, pareil. Et enfin, le 1 ici en violet, pareil. E7. En ce qui concerne V, c'est encore plus simple. V, en fait, elle vaut 1 tout le temps, sauf lorsque toutes les variables valent 0. Donc en fait, il suffit qu'une seule des deux variables soit 1 pour que V soit 1. Et donc finalement, ce n'est autre qu'un OU. C'est le OU entre les deux variables. Parce que le OU, il ne vaut 0 que si toutes les variables sont nulles. Ce qui est le cas ici. Donc V ne vaut 0 que si toutes les variables sont nulles. Donc du coup, ce n'est autre que le OU entre toutes mes entrées de E7 jusqu'à E0. Donc voilà, j'ai trouvé les expressions des sorties de mon codeur de priorité 8x3. Je pourrais m'arrêter là et faire le circuit en utilisant donc ces expressions, c'est tout à fait faisable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de simplifier un petit peu ces expressions. Donc comment simplifier ces expressions ? Donc, pour simplifier ces expressions, en fait, on va avoir besoin d'une formule qui va revenir souvent dans la simplification. Cette formule, elle dit quoi? C'est une formule booléenne. Donc ici, j'ai deux variables booléennes x et y. Elle me dit que x plus x bar y, c'est-à-dire finalement x ou x bar et y, en fait, c'est égal à x ou y. Donc, en fait, ce x-là, en quelque sorte, est court ce x-bar-là. Donc, je peux éliminer le x-bar. Alors, on peut soit démontrer cette formule-là, comme on va le voir tout de suite, soit on peut le vérifier à l'aide de la table de vérité. Donc, voyons voir au niveau de la démonstration comment on fait pour démontrer cette formule qu'on va utiliser après pour simplifier les sorties S2, S1 et S0.
Alors, je vais prendre mon terme ici, je vais partir de mon terme ici à gauche, donc je vais dire que x plus x bar y, en fait, il est égal à x et 1 ou x bar y. Donc là, je change rien. Pourquoi? Parce que x et 1, c'est égal à x. Donc, cette égalité est correcte. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais remplacer ce 1-là par 1 ou y. Pourquoi? Parce que 1 ou y, c'est égal à 1. Dans le ou, il suffit qu'il y ait une des deux variables à 1 pour que le résultat soit 1. Donc 1 ou y égale à 1. Donc là, je change rien, c'est toujours égal. Ah, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur et j'ai mis deux ouf. Donc bon, à enlever un des ou, hein. Juste une petite coquille, on enlève un des ou ici. Ensuite, on va distribuer. Donc ça fait x et 1 ou x et y ou x bar y. Donc là, je fais que distribuer. Et ensuite, je me rends compte ici que j'ai un y en facteur commun. Donc je peux mettre y ici en facteur commun entre ces deux termes. Et donc ça me donne x et 1, c'est égal à x. Ou xy ou x bar y, donc ça me donne x ou x bar et y, donc je mets y en facteur. Et finalement, x ou x bar, ça vaut 1. Puisque forcément, si x vaut 0, donc x bar vaut 1. Et si x bar vaut 0, donc x vaut 1. Donc forcément, un des deux termes ici, il vaut 1. C'est obligé puisque c'est le terme et son inverse. Et donc du coup, le résultat du ou, ça va être 1. Donc ça me donne x ou 1 et y. Et je sais que 1y, ce n'est autre que y. Voilà, on a démontré mathématiquement que x ou x bar y égale x ou y. On peut aussi le vérifier plus simplement grâce à une table de vérité. Si on trace une table de vérité, donc avec mes deux entrées x et y, alors on voit mal peut-être ici. Donc là c'est x bar, on le voit pas très bien à l'écran. Donc ici c'est x bar, ici c'est x bar et y. Et ici c'est x bar et c'est x ou x bar et y. On ne voit pas très bien les barres. Et ici c'est x ou y. Et donc si je fais ma table de vérité, je vois que finalement la colonne correspondant à mon premier terme ici, celui-ci c'est la même chose que ça, ça fait 0, 1, 1, 1 si je fais ma table. Et celui-là, ça fait pareil, 0, 1, 1, 1, donc les deux termes sont égaux. Alors, maintenant qu'on a donc en tête, il faut garder en tête donc cette formule-là, si on voit quelque chose qui ressemble à ça, donc une variable ou son inverse est autre chose, on peut éliminer l'inverse qui est là. D'accord? Donc, si je reprends S2, qu'est-ce que je remarque déjà ici? J'ai E7 et j'ai E7 bar. Donc, en fait, je peux éliminer ici E7 bar en utilisant la formule de tout à l'heure. Et donc, ça me donne ici E6 ou E7. Je peux éliminer E7 bar en vertu de la formule que je viens de démontrer. Mais maintenant, si je regarde ce terme-là que je viens d'obtenir et celui-ci, finalement, j'ai E6 ici et j'ai E6 bar là. Donc, du coup, je vais pouvoir éliminer ce E6 bar. Et donc, il va me rester uniquement E7 bar et E5. Et bien sûr, ici E6, E7. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ici E7 bar en facteur de ces deux termes-là. Je mets E7 bar en facteur et donc ça me donne ceci.
Et là, qu'est-ce que je remarque? Ben, j'ai E5 ici et E5 bar ici. Donc, je peux éliminer ce E5 bar. Donc, j'obtiens ceci. Une fois que j'ai fait ça, ben, je redistribue. Donc, ça fait E7 bar, E6 bar, E4 ou E7 bar, E5. Et là, qu'est-ce que je remarque? Ben, j'ai un E7 ici et un E7 bar, E5 ici. Donc, si j'applique ma formule entre ces deux termes, ça me permet d'éliminer ce E7 bar. Donc, il me reste plus que de ce côté E5, E6, E7. Et ici, j'ai E7 bar, E6 bar, E4. Et là encore, qu'est-ce que je remarque? J'ai un E6 ici, un E6 bar ici. Donc, je peux éliminer ce E6 bar. Il me reste E7 bar, E4, E5, E6 et E7. Et là encore, qu'est-ce que je remarque? Ben, j'ai un E7 ici et un E7 bar, E4 ici. Donc, je peux encore éliminer ce E7. Et finalement, il va plus me rester que E4 ou E5 ou E6 ou E7. Donc vous voyez que grâce à une seule formule, on a pu passer de cette expression à celle-ci qui est beaucoup plus simple. Là, en suivant le même raisonnement, on peut simplifier aussi S1. Donc on peut aller un peu plus vite. Donc j'ai ici E7, là E7 bar, E7 bar, E7 bar, donc je peux éliminer les trois E7 bars. Donc il va me rester ceci. Ensuite je remarque que du coup je n'ai plus que E6 ici. Mais j'ai E6 bar là et E6 bar là. Donc ça veut dire que je peux éliminer encore ces E6 bars. Donc il va me rester ceci. Et là qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre en facteur ici E5 bar, E4 bar. Donc, je mets en facteur ces deux termes. Il va rester E3 bar, E2 ou E3, qui est là. Et là, ici à l'intérieur, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai E3, E3 bar, donc je peux éliminer ce E3 bar. Donc, j'obtiens ceci. Je distribue et j'obtiens ma formule finale, qui est quand même plus simple que celle-ci. Alors, elle est moins simple que la précédente, mais elle est déjà un peu plus simple que celle-ci. Et enfin, pour S0, même chose. J'ai E7 ici, E7 bar, E7 bar, donc je peux éliminer les E7 bars. Ensuite, ici, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Avant de mettre en facteur, en fait, je peux remarquer que j'ai un E5 là, E5 bar là, E5 bar là que je peux éliminer. Donc, je peux éliminer ce E5 bar là et ce E5 bar là. Donc, il va me rester ceci. Et donc là, je peux mettre en facteur cette fois-ci E6 bar, E4 bar. Donc, si je mets en facteur E6 bar, E4 bar, il va me rester ceci ou E3. Et donc là, je vois apparaître un E3 ici, un E3 bar ici. Donc, je peux éliminer ce E3 bar. Donc, il va rester ceci. Et je distribue et ça me donne mon expression finale pour S0. Donc voilà, on a simplifié nos différentes expressions. On peut passer maintenant à Logisim pour la réalisation du circuit. Donc, pour mon circuit, je vais avoir besoin de 8 entrées. Donc, 8 entrées que je vais placer ici. Alors, je vais afficher la grille. Donc, mes entrées, je vais les orienter vers le sud. Voilà. Et je vais appeler celle-ci E7. Et je vais placer le libellé au nord. Donc, je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je reprends tout ça, CTRL-C, CTRL-V. Je prends les 4, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, j'ai mes 8 entrées. Donc, je change simplement les libellés.
Donc ça c'est E6, ça c'est E5, ça c'est E4, pardon, E4, E3, E2, E1 et E0. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais descendre des fils verticaux, pardon, à partir de mes différentes entrées pour pouvoir après tirer des fils vers les portes logiques. On effacera ce qui dépasse à la fin, mais c'est la façon propre de faire des circuits. Donc je vais commencer par ma sortie V qui est la plus simple. Donc pareil, je l'oriente vers le sud. Je mets le libellé vers le nord. Voilà. Et je place ma sortie V là. Et donc on a dit que notre sortie V, c'était tout simplement un OU entre les différentes variables. Donc je vais prendre une porte OU de taille petite, et comme j'ai 8 variables, donc je vais prendre une porte OU à 8 entrées. Voilà. Et donc, je relie tout simplement les différentes entrées de ma porte OU à toutes mes entrées. Voilà, j'ai déjà fait donc ma sortie de validation V. Ensuite, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais faire ici la sortie S2. Et donc S2, on a dit que c'était un OU entre E4, E5, E6 et E7. Donc j'ai besoin d'une porte OU à 4 entrées. Donc, je vais prendre de taille petite aussi, mais cette fois-ci seulement 4 entrées. Et je vais orienter ma porte OU vers le nord et je vais la classer juste en dessous. Voilà, de ma sortie S2. Et donc, on a dit, c'est un OU entre E4, E5, E6 et E7. Voilà. Donc là, j'ai ma sortie S2. Je vais faire un copier-coller de la sortie S2 pour faire ma sortie S1. Alors, pour la sortie S1, de quoi je vais avoir besoin? Donc, je vous renvoie aux formules. Hein. Vous pouvez un peu d'ailleurs revenir. Voilà, S1, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai E2, E4 bar, E5 bar. Donc, j'ai besoin d'une porte E à 3 entrées.
Donc, je vais prendre une porte E à 3 entrées. Ici. Porte E de taille petite. 3 entrées. Voilà. Et je vois ici que c'est un ou finalement entre 4 termes. Donc je vais avoir aussi besoin d'une porte ou à 4 entrées. Donc je vais faire un copier-coller ici de cette porte ou que je vais relier à S1. Et donc le premier terme, c'est ce qui vient d'ici. Alors on monte un peu ma porte. Voilà. Et donc, on a dit le premier terme, c'est E2, E4 bar, E5 bar. Donc, E2, je le prends d'ici. E4 bar et E5 bar, je vais tout simplement inverser les deux entrées ici de la porte E. Donc, je vais ici dans Negate 2 et je fais Yes. Donc, il y a un petit cercle qui apparaît ici qui m'indique que l'entrée va être inversée. Et même chose pour la 3. Negate 3, je vais faire Yes aussi. Et donc, ces deux entrées, je dois les relier à E4 et E5. Donc, E4, donc du coup, E4 va être inversé. Et même chose pour E5. Donc voilà, ça correspond à mon premier terme ici. Maintenant, j'ai besoin de la même chose, mais avec E3, E4 et E5. Donc, je vais faire un copier-coller de cette porte. Donc, pareillement, j'ai E4 et E5 ici. Et par contre, ici, au lieu d'avoir E2, j'ai E3. Donc, j'ai E3 ici. Et donc, ça va être mon deuxième terme. Et ensuite, j'ai E6 et E7. Donc, ça, c'est direct. Donc, E6. Et E7. Voilà, donc j'ai ma sortie S1 et il me reste plus que faire la sortie S0. Donc S0. Voilà. Donc si je regarde l'expression de S0, donc je vois que là aussi c'est un OUF entre 4 termes. Donc je vais avoir besoin pareillement d'une porte OUF à 4 entrées. Voilà. Donc le premier terme, ça va être E1, E2 bar, E4 bar, E6 bar. Donc là, j'ai besoin d'une porte E à 4 entrées. Avec 3 entrées qui devront être inversées. Donc je vais prendre une porte E, CTRL-C, CTRL-V. Et par contre, je la fais passer, celle-ci, à 4 entrées. Et donc, je dois inverser, par exemple, les 3 entrées du bas. Donc, la première entrée, E1, elle n'est pas inversée. Donc, E1, là, c'est bon. Et après, j'ai E2, E4 et E6 qui, elles, sont inversées. Donc, E2, E4 et E6 qui sont inversées. Voilà. Et donc, ça va être mon premier terme. Ensuite, j'ai besoin d'une porte E à 3 entrées, comme celle-ci, CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, j'ai un E3 non inversé. Donc ici.
Et j'ai un E4 et E6 qui, eux, sont inversés. Donc E4 et E6. Voilà, donc ça va être mon deuxième terme. Le troisième terme, c'est une seule porte E. Donc je vais faire un copier-coller et je vais changer le nombre d'entrées ici. Donc 2 entrées seulement. Et E5 et E6 bar. Donc ici, je vais avoir E5 et ici, je vais avoir E6 bar. Et donc ça va être mon troisième terme. Et enfin, le dernier terme, ce n'est autre que E7. Donc E7 ici. Donc voilà, mon circuit est fini. Donc je vais faire un peu le ménage. Donc je vais effacer ce qui dépasse. Voilà. Et je vais cacher la grille pour avoir quelque chose de plus joli. Et on va pouvoir passer à la simulation. Donc ici, j'ai 0, 0, 0, 0. Donc aucune entrée active. Le code produit est 0. Mais par contre, la sortie de validation est à 0. Donc qui m'indique que le code n'est pas valide. Donc si je passe E0 à 1, là le code est toujours 0, mais cette fois-ci, la sortie de validation est valide, donc il m'indique bien que c'est l'entrée E0 qui a été activée. Si je désactive et j'active E1, ben j'ai toujours mon entrée de validation à 1 et j'ai le code 1 cette fois-ci. Et remarquez maintenant, si j'ai aussi E0, ben j'ai toujours le code 1 et la sortie de validation est valide. Donc ici, on voit bien que E1 est prioritaire par rapport à E0 puisque c'est le code de E1 qui a été produit. Si on rajoute E2, ben là ça passe à E2, A2, 1, 0. C'est toujours valide malgré qu'il y ait 3 entrées actives. Remarquez que si je désactive ces entrées, ben ça change rien, hein. Rien ne change. Donc E2 est bien prioritaire. Si j'active E3, bah là le code il passe à 3, c'est toujours valide malgré que les 3 entrées ici sont actives. Et je change là ces 3 entrées, rien ne change. C'est toujours E3 qui est prioritaire. Voilà, donc E4, ça passe à 4. Même chose, si je désactive, ça change rien. J'ai toujours V qui est valide. E5, voilà, j'ai 5, pareil. Ça change rien. 6, j'ai 6 et 7. J'ai 7 et c'est valide. Et si je désactive n'importe laquelle, ça change rien. Tant que E7 est active, c'est elle qui a la priorité. Voilà, donc ceci, mon circuit fonctionne donc correctement. Donc ceci clôt la série des vidéos sur le circuit codeur. Et je vous dis à une prochaine vidéo.